Salut Sandra, Salut! merci beaucoup de prendre du temps pour moi ce matin. Puis moi, je trouve ça super excitant, la conversation qu'on va avoir ensemble parce qu'on va parler de variétés d'espèces qui nous identifient finalement. On va parler des espèces fourchettes bleues. Qu'est-ce que c'est la fourchette bleue exactement? Fourchette Bleue, c'est un programme que le musée Exploramer, je reviens en arrière. Exploramer, c'est un musée à vocation scientifique qui traite de sciences océaniques et de biodiversité marine du Saint-Laurent. On est situé en Gaspésie, sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts, et donc nous, la mer, en fait, on en mange. Pour faire de jeu de mots. Littéralement. Et en 2009, on a lancé un programme qui s'appelle Fourchette Bleue, et qui vise à mettre sur la table des Québécois et des Québécoises des produits marins du Saint-Laurent, parce qu'on s'est rendu compte au fil des heures que au Québec, les principaux produits marins qu'on mangeait étaient des produits importés. Mhm. Puis à l'inverse, en fait, de notre bureau, on voit les bateaux de pêcheurs, puis on disait, ben, ils pêchent quoi? Ils pêchent du crabe tourteau, ils pêchent de l'oursin, ils pêchent de la plie, ils pêchent plein de choses, et très, très peu de ces espèces-là sont consommées au Québec. Donc, le programme Fourchette Bleue qu'on a mis en place vise à ramener ces produits-là vers nos assiettes, puis délaisser un petit peu ou laisser chez eux les espèces qu'on importe ici au Mais Canada. comment ça fonctionne précisément? Parce que je comprends que tu les vois, les bateaux dans le fleuve derrière devant toi, pardonne-moi. Mais nous, comment est-ce que ça fonctionne de pouvoir avoir accès à ces produits-là? Ben, en fait, sur plusieurs niveaux, hein, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Si ça avait Non. été facile, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait, on s'entend. Mais si on revient un peu en arrière, Jacques Cartier est arrivé au Canada, quand on a commencé à amener les colons français vers le Canada pour vivre ici, une des premières sources d'économie qu'on a mis en place avec la fourrure, c'était les pêches. Donc, on a commencé à construire des usines de pêche, mais ces usines-là étaient construites par des gens qui venaient de l'Angleterre, qui venaient de l'Écosse. On avait les Jersiais, on avait les Irlandais, on avait... Donc, toutes ces communautés-là avaient leur communauté de pêche ici. On faisait sécher, saler la morue et on la réexpédiait vers l'Europe. Donc, on s'est bâti, le Canada s'est bâti sur l'exportation de ces ressources marines. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est, OK, on va renverser ça, puis on va permettre au Québec de se servir d'abord. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est un peu casser les manières de faire. On commence à y arriver tout doucement, puis ça fait plus de 15 ans là, que Fourchette Oui. Bleue existe. Donc, c'est un travail de longue haleine, il faut y croire, il faut être tenace, mais on commence à y arriver. On a des gens qui commencent à comprendre l'intérêt d'avoir une économie locale circulaire, puis aussi à minimiser l'import-export, parce que tous les gaz à effet de serre, tous les changements climatiques que cela impacte, en fait, mais ça impacte directement nos ressources marines. C'est comme si on venait Ouais. nous-mêmes salir notre terrain de jeu un peu, là. Donc, Oui, en permettant ça aux autres de commence. bénéficier de nos beaux produits extraordinaires. Puis tu sais, Et nos produits haut de gamme que tout le monde sur la planète s'arrache, on les a même pas pour nous ici. non, Donc, c'est fou, hein? Puis le côté gourmand nous amène à vouloir les avoir ici. ben, avec raison, on s'entend. Puis, tu sais, Ouais, dans le contexte économique actuel aussi, on le comprend encore plus, mais aussi oui, quand on voyage. Quand on voyage, on se rend compte à quel point il y en a qui vont mettre en valeur. Je pense au Japon, je pense en Europe, je pense en France. Il y en a qui sont fiers de dire que ce sont des produits on va souvent lire l'Atlantique, hein, ils ne vont pas dire le Canada au complet parce qu'il y a un peu de chauvinisme dans ce qu'ils servent, mais ça reste qu'une très grande proportion de ce qu'on retrouve aussi va être issus de nos eaux. Puis on pourrait aller plus loin, on pourrait parler du port du Québec aussi au Japon qui est incroyablement prisé. On s'en rend pas compte quand on ne témoigne pas justement de ces produits-là qui se ramassent entre les mains des grands chefs partout sur la planète. La première fois que j'ai entré en contact avec le programme Fourchette Bleue, Sandra, je vais toujours m'en souvenir, j'étais à la brasserie La Corrigane à Québec, dans oui, Saint-Roch, et oui. sur le menu, il y avait une petite fourchette. Puis après ça, en bas, à côté d'un item, en dessous d'un autre item, il y avait Canada Stewardship, le Stewardship Council pour pêche Oui. responsable. Puis c'est à ce moment-là, puis on parle au début, je pense autour des années 2010, peut-être 2012, 2013, 2014. Puis ça m'a frappé, j'étais comme, ah, c'est quoi ce fourchette bleue? Est-ce que ça passe d'abord par les restaurateurs? Explique-moi comment est-ce que dans ce désir-là de faciliter l'accès à des espèces nouvelles, entre guillemets, tu me comprends?
pour le consommateur, ça passe par quoi principalement? Ben nous, en fait, étant donné qu'on est un musée, notre travail n'est pas de commercialiser du poisson. Notre travail à nous, on n'a pas de poissonnerie, on ne vend pas de poisson, donc on avait, pour ainsi dire, zéro budget. Donc, on a utilisé dès les débuts de Fourchette Bleue les chefs cuisiniers parce que ces gens-là sont nos rockstars. Au Québec, on se le cache pas, hein. Les chefs cuisiniers, on les admire, puis on les suit, c'est nos chouchous. Donc, on les a utilisés, eux, en fait, en disant, voici de la nouvelle matière. Moi, je vous donne de la nouvelle matière. S'il vous plaît, parlez-en, amenez les Québécois à le demander. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est créer une demande. Donc, déjà, en ayant des millions de fans au Québec, c'est sûr que ça a un impact sur nos pêcheurs, sur nos transformateurs, sur nos distributeurs. Donc, c'est comme ça que Fourchette Bleue a commencé le travail. Donc, avec les chefs cuisiniers, notre tête d'affiche à nous, c'est Jean Soulard Dans depuis Soulard, effectivement. longtemps. Oui, oui, oui. Et puis, après ça, ben, on a amené les poissonneries dans la boucle, on a amené après ça les supermarchés dans la boucle. Et maintenant, en fait, on a réussi à tellement intéresser les Québécois aux produits marins du Québec que là, on est rendu dans le milieu institutionnel. Donc, ça, c'est une grande victoire parce que quand on parle d'institutions, on va dire les cafétérias d'université, on parle des CHSLD, on parle des CPE, on parle des hôpitaux. Ça veut dire que c'est tout le monde qui peut manger les produits marins du Québec. Puis ça, c'est une grande victoire. Sincèrement, je Wow! suis très heureuse de ça, Ben, vraiment. félicitations, parce que le nombre de fois qu'on est à l'hôpital, ben, je vais vous parler de ma vie Ouais. privée, mais le nombre de fois qu'on se fait servir de la nourriture à l'hôpital dont on ne connaît pas la traçabilité, puis que ce sont des espèces qui viennent d'on ne sait pas où, je suis vraiment, vraiment très fière pour vous d'entendre qu'on, dans nos institutions, on sert des poissons d'ici. On Euh, commence à servir, ouais. on On commence, commence. OK, Ouais, on ouais. commence. On Parce commence que par l'avenir quoi? est devant nous. Ben, en ce moment, en fait, on a écho des certains hôpitaux qui ont commencé à servir le Sébaste. Les CPE ont déjà commencé, eux autres, il y a quelques années. C'est plus facile peut-être avec les enfants. Le Sébaste, hein, on le sait, c'est des tout petits filets de poisson. Donc, petits enfants, petits filets. Moi, j'aimais bien dire ça. Petites croquettes. Ah, mais dans les petits Mais pots, les meilleurs onguents, Sandra, c'est voilà. bon du Sébastien, là. Et donc, ça a commencé dans certains hôpitaux, CHSLD aussi, et dans les cafétérias d'université, ils ont fait des tests au niveau des algues, du sébaste aussi, mais au niveau des algues, on sait que dans la communauté estudiantine, il y a beaucoup de gens qui sont très novateurs, très conscients aussi de l'impact environnemental de leur alimentation. Tout le mouvement végétarien, le mouvement vegan, ben, prend beaucoup d'ampleur à l'université. Donc, ils ont fait des recettes, notamment à l'UQAM à Montréal, puis à l'ETS, des lasagnes aux algues. Donc, c'est aussi des produits marins, c'est nos légumes de la mer. Donc, Oui. les autres, ils savent ça. Puis ça a été un succès dans les deux cafétérias, tellement que c'est devenu un menu qui revient, je crois, toutes les semaines depuis quelques mois. Ouais. Wow! C'est Wow! génial. J'aurais aimé aller dans une école qui m'enseigne ce genre d'ouverture à la cuisine, bon, Ouais, dans une autre époque. Mais je trouve ouais. ça fascinant parce que, tu sais, on a des algues partout dans notre alimentation, puis la majorité des gens s'en rendent pas compte, mais de pouvoir justement permettre de voir, goûter, comprendre. On fait des meilleurs choix, on éduque son palais. Puis, écoute, c'est super Et concret puis, comme exemple. les algues, en fait, c'est assez nouveau qu'on en consomme, là, les algues du Saint-Laurent, qu'on les consomme comme ça, comme en Oui. salade, en lasagne, dans les soupes. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis, en plus, c'est un nouveau, dans le sens où c'est pas une usine qui est établie depuis des dizaines, des centaines d'années. C'est des toutes petites entreprises, toutes nouvelles, avec des jeunes entrepreneurs qui vont eux-mêmes cueillir leurs algues, qui vont les faire sécher, qui vont parfois les transformer. Donc, c'est des micro-entreprises, mais qui vont nourrir des milliers de personnes. Donc, c'est assez extraordinaire de Ouais. voir. Nourrir des milliers de personnes, mais nourrir aussi l'environnement dans lequel ces algues-là prennent forme. Je me souviens d'avoir entendu des reportages, notamment sur des petites fermes d'algues au Ouais, Nouveau-Brunswick, dans l'est du Canada, en Angleterre aussi maintenant. C'est fascinant au parce que Québec.
Oui, et voilà. Donc, au Québec aussi, maintenant, on a ça, mais là, tu sais, là, c'est des individus, mais là, je parle de fermes, là, de fermes de production, vraiment. Est-ce qu'on a ça maintenant au Québec? Ben, ça commence, effectivement. On a commencé à cultiver nos algues, donc à jardiner la mer. Il y a une communauté autochtone dans la baie des Chaleurs en Gaspésie qui a Sérieux? commencé ce travail-là. Les algues qu'ils prennent, ils ils refont du jardinage avec ça. C'est ça. Oui, c'est les. Oh oui, ils font un super mélange de tartare de la mer. Ils font des, oui, mélange Oui, à tartare, mélange à relish. oui, Ils oui, ont oui. fait des pestos aussi. Ah, je ne savais pas qu'ils jardinaient la mer. Ah, c'est bon, Ouais, merci. ouais, ça commence, On en c'est le fun apprend tous de. les jours. Dans dans ce bel univers, justement, de promotion, il y a aussi le Salon Fourchette Bleue. Salon Fourchette Bleue, qu'est-ce que vous espérez de concret suite à ces salons-là? Ça va être la quatrième édition. Donc, ça fait pas très longtemps qu'on fait le Salon Fourchette Bleue. Et quand je disais que c'était pas facile nécessairement de changer les manières de faire, des manières historiques de faire, euh, on mettait à l'honneur plusieurs espèces marines hein, sur la liste de Fourchette Bleue à chaque année. Et ce qu'on se faisait dire, c'est beau, Sandra, là, de vouloir manger de la baudroie, du capelin, des algues ou du phoque. Mais on les trouve où? On ne sait pas où les trouver, on n'arrive pas à mettre la main sur ces produits-là. Les principaux marchés de consommation sont à Québec, à Montréal, à Ottawa, à Trois-Rivières. Mais l'industrie de la pêche, elle, elle est à Gaspé, elle est à Grande-Rivière, elle est à Sept-Îles, elle est aux îles de la Madeleine. Fait que c'est des gens qui ne se côtoient pas, qui se Hmm. connaissent pas très bien. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un rendez-vous annuellement pour faire en sorte que l'industrie de la pêche rencontre l'industrie de l'alimentation une fois par année et qu'ils puissent faire des affaires ensemble. Donc, on tient cet événement-là quelques semaines avant l'événement de Boston parce que on le sait, nous, dans l'industrie maritime, mais le plus gros événement annuellement sur la planète, c'est le Boston Seafood Show. Donc, c'est là, en fait, où on va, tout le monde, vendre nos produits marins. Et les Québécois ne font pas exception. Ils vont aussi vendre leurs produits marins à cet événement-là. Donc, le Salon Fourchette Bleue arrive quelques semaines avant, toujours dans l'optique de permettre au Québec de se servir d'abord et de vendre l'excédent à l'étranger, Hey, mais plutôt c'est que donc bien. l'inverse. Non, mais c'est intéressant. Peux-tu me donner un exemple concret des rencontres ou des relations d'affaires qui sont nées d'un des quatre dernières, d'une des quatre dernières éditions? Ben, il y en a eu beaucoup, en fait. Justement, l'UQAM, l'année passée, avec ses algues, elle a rencontré un océan de saveurs. C'est comme ça qu'ils ont mis en place tout un système d'approvisionnement au niveau des algues pour faire en sorte qu'ils puissent développer leur recette de lasagne avec aussi l'équipe de l'ITHQ. Après ça, plusieurs restaurateurs maintenant au Québec servent de la viande de phoque. Ils ont rencontré Régent Vigneault, notre chasseur-boucher le Quelle plus connu au personne Québec. passionnée, c'est incroyable, vraiment, là. Ouais. Ouais, absolument. Et ensuite de ça, la rencontre qui s'est faite aussi avec Métro par du Salon Fourchette Bleue aussi. Écoutez, il y en a des Ouais. dizaines et des dizaines. On est très heureux de voir l'importance des transactions et des portefeuilles qui sont échangés là-bas sur place. On n'a pas, nous, on n'est pas dans le volet commercial, donc on n'a pas tous les fins détails, hein, évidemment. Puis on ne veut pas trop s'en mêler non plus, Je mais comprends. dans les sondages qu'on mène après chacune des éditions, ben, on le voit, là, à chaque année, la croissance des échanges financiers est de plus en plus importante. Fait que dans le fond, Sandra Exploramar, oui, c'est un musée, mais vous êtes devenus des entremetteurs pour l'industrie de la pêche. Fait que dans le fond, Exploramar, c'est comme un Tinder de la pêche. Non, Ouais, ou un speed dating de la pêche, ça peut être ça c'est aussi. peut-être plus ça, Ouais. finalement. Non, mais quand J'avais pas même. vu comme ça, mais effectivement, en fait, on a voulu faire de notre musée une organisation qui aurait aussi un impact économique. Tu sais, on vit dans une région qui s'appelle la Haute-Gaspésie. Notre MRC, elle est malheureusement fort dévitalisée. Elle est la plus pauvre du Québec. Donc, c'est important pour nous que le musée n'ait pas juste un rôle scientifique ou éducatif, mais qu'on ait aussi un impact économique sur notre communauté. C'était très important pour nous. Puis, ben, maintenant, force est de constater qu'on fait notre petit bout de chemin, nous aussi. Félicitations, vraiment.
Tu dois être Merci. fière. L'équipe doit être Je suis tellement fière de mon fière. équipe, oui. Je suis fière de mon équipe parce que là, c'est moi qui parle, mais j'ai toute Non, une mais il y a équipe. du Tout monde, là. seul, ça ne Oui. serait pas possible. Mais oui, je suis très, très fière de mon équipe, ouais. Quand même, quand tu dis que tu contribues activement à faciliter l'accès des espèces de notre Saint-Laurent pour les mangeuses et les mangeurs partout au Québec et même ailleurs au Canada, Mais on est plusieurs à ramer dans le même sens, puis à chaque année, on se rend compte que on a des gens qui se joignent à l'effort, et puis tout le monde, on avance ensemble, puis on avance, tout le monde. ouais, L'industrie de la pêche, là, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point tout ça est difficile pour eux autres, mais quand même, ils y croient, ils veulent. On a des jeunes pêcheurs, on a des jeunes transformateurs dans nos usines qui ont une vision d'avenir très, très intéressante, puis on a envie d'avancer avec eux, puis ils font des efforts incommensurables pour y parvenir, tu sais. À titre d'exemple, puis là, on ne le dira pas à personne qu'on en a parlé, mais ça reste entre toi et moi. Oui, oui. il y a plein d'espèces de poissons dans le Saint-Laurent auxquelles on ne s'est jamais intéressé, soit parce qu'ils ont une sale gueule, soit parce que c'était pas, tu sais, on ne On ne connaît voyait pas pas la valeur nécessairement gustative. d'intérêt à ça, mais il y a encore plein de poissons, puis il y a un poisson qui s'appelle la Mixine du Nord, qu'on a ici dans le Saint-Laurent, qui n'est pas consommé. On n'a jamais mangé ça ici. Ça se mange en Asie, par exemple. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire un test. Fait qu'on a un pêcheur qui a relevé le défi, puis qui est allé capturer des mixines. Puis on a amené ces poissons-là à des chefs cuisiniers qui ont aussi relevé les manches, qui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire des tests. Et On leur parle. ça ressemble à quoi? Un serpent de la Ça mer? ressemble à une grande limace, en fait, là, un peu rosée, brunante, là. Pas Ouais. très ragoûtante à l'œil nu, là, comme ça. Et donc, on a deux chefs qui ont fait des tests, puis c'était plus ou moins intéressant. Puis à un moment donné, il y en a un qui a dit, écoutez, ça se mange en Corée, ce poisson-là, ben on va aller à la source. Donc, il a traversé la rue, il est allé dans un restaurant coréen, il a donné de la mixite à la chef cuisinière, puis il a dit, on fait quoi avec ça? Elle a dit, reviens demain. Ils sont revenus, ils ont invité plein de gens, ils ont mangé la mixine, puis ils ont dit c'est vraiment, vraiment bon. Ça fait que, tu sais, tout le monde met l'épaule à la roue, puis tout le monde veut avancer. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est stimulant. On parle beaucoup en ce moment là qu'il n'y a plus de crevettes, qu'il n'y a plus de turbo, qu'on n'a pas de plis, que le maquereau est sous moratoire, que le hareng, une fois sur deux, il est sous moratoire, le crabe des neiges est en décroissance. Mais il n'y a pas juste ça. En fait, il faut apprendre à mieux gérer nos ressources marines. Il faut manger un petit peu de tout et non pas beaucoup d'une seule affaire. Donc, tout ça, en fait, dépend de nous aussi un peu, les consommateurs, de notre demande aussi. Donc, on Hey, a encore bien du travail à faire, puis il y a bien de l'espoir devant nous. oui, donc, qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir, Sandra? Est-ce que je te souhaite encore une plus grande collaboration entre les communautés? On le sait, on a beaucoup de belles communautés ici au Québec. Donc, est-ce que c'est ça, un meilleur rapport aussi des communautés autochtones qui connaissent ces savoirs ancestraux sur comment transformer ces espèces-là? Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite à Exploramar et toute l'équipe autour de Fourchette Bleue? Ben, en fait, de la concertation. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on attache tous les maillons de la chaîne pour arriver à nos objectifs gustatifs, nos objectifs alimentaires, nos objectifs en termes d'impact économique, d'impact environnemental aussi. Donc, le lien fort de tout ça, c'est la concertation. Il faut qu'on se parle beaucoup plus. Je pense que ça va régler bien des problématiques juste à se parler. Je vous souhaite de la jasette. Je vous souhaite de la jasette bien en masse. Merci beaucoup. Autour de la Mixine du Nord. Pourquoi pas? Ah, à faire du goûter. Merci, Sandra. Bon salon. Merci beaucoup.